Bonjour, bienvenue à la radio Citizen Campus. Nous sommes vos présentateurs aujourd'hui. On va parler de la robustesse culturelle. Nous allons parler du Brésil, de l'Égypte et de la Russie. Allons-y. Quand on pense au Brésil, on pense souvent à la joie, à la musique, au carnaval. Parfois, on peut interpréter cela comme de l'insouciance, comme si nous faisions la fête parce que nous ne prenons pas la réalité au sérieux. Mais c'est pas cela. L'anthropologue brésilien Roberto da Mata explique que le carnaval n'est pas une fuite du réel, mais une inversion symbolique de l'ordre social. Pendant quelques jours, les hiérarchies se relâchent, la rue appartient au peuple, les rôles s'inversent. Ce n'est pas oublier les difficultés, c'est les transformer. Dans un pays marqué par de fortes inégalités, rire et chanter devient une manière de ne pas laisser les difficultés définir notre identité. C'est une forme de robustesse psychologique collective. Mais cette joie ne tient pas toute seule. Elle repose sur quelque chose de très fort dans la culture brésilienne, le lien humain. Le sociologue Sérgio Buarque de Holanda parlait de l'homme cordial brésilien. Ici, la cordialité ne signifie pas simplement politesse, mais proximité, et les relations sont rapides, spontanées, souvent intenses. La famille s'élargit aux amis, les voisins deviennent un réseau de soutien. Selon l'Institut officiel des statistiques du Brésil, environ 70% des Brésiliens déclarent pouvoir compter sur un voisin en cas d'émergence. Dans un pays immense, ces chiffres disent quelque chose. La solidarité quotidienne est une ressource réelle. Historiquement, cette culture du lien s'est développée dans des contextes difficiles, de la colonisation aux grandes inégalités sociales actuelles. Les communautés ont appris à s'organiser, à créer des formes de soutien mutuel, comme les mutirões, ces projets collectifs où chacun aide à construire la maison d'un autre. La résilience au Brésil n'est donc pas seulement individuelle, elle est relationnelle. On ne valorise pas seulement la capacité à tenir seul, mais la capacité à rester connecté aux autres. Alors, quand un Brésilien rit dans la tempête, c'est un héritage culturel. Notre robustesse ne se trouve pas seulement dans la discipline, mais dans la capacité à créer du lien et à partager la joie, même dans l'adversité. Donc peut-être que notre contribution au débat sur la résilience est simple. On ne devient pas fort tout seul, on devient fort ensemble et parfois en riant. En Égypte et dans plein d'autres pays, il existe un exemple très concret, très terrain, les groupes d'épargne rotative. En Égypte, on les appelle souvent Gamaïet. Le principe est simple. Un groupe de personnes se met d'accord. Chaque mois, chacune verse une somme fixée, disons 1000 livres égyptiens. Et chaque mois, une personne reçoit la cagnotte totale, 10 000 livres égyptiens si vous êtes 10. Le mois suivant, ce serait quelqu'un d'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait reçu sa part. Ce système peut sembler moins performant qu'une banque moderne. Pas d'algorithme, pas de scoring, pas d'intérêt optimisé. Mais justement, c'est là que ça devient robuste. Pourquoi robuste ? 1. La proximité et la confiance. Tu ne rembourses pas une machine, tu rembourses ton groupe, tes voisins, tes collègues. Ça crée une forme de régulation sociale qui peut être très forte. 2. L'accès au capital sans barrière. Quand le crédit devient cher, quand les banques demandent des garanties, quand la paperasse bloque, la Gamaïa reste un pont vers une somme importante. Elle donne de l'air, elle crée du souffle. 3. La redondance. Ce n'est pas un seul grand tuyau financier. Ce sont des milliers de petits circuits parallèles. Si une partie du système économique se grippe, ces circuits continuent de fonctionner. Ça, c'est typique d'un système robuste. Plusieurs chemins pour arriver au même résultat. Alors oui, ce mécanisme n'est pas parfait. Il peut dépendre beaucoup de la confiance. Mais dans une logique Olivier Hamon, biologiste et l'une des voix les plus citées sur la robustesse du vivant, il illustre parfaitement ceci. La robustesse n'est pas l'optimisation maximale, c'est la capacité à continuer même quand le contexte devient instable. Je vais parler des Russes qui déménagent à l'étranger et de la manière dont ils arrivent à s'adapter tout en gardant leur culture. C'est un sujet qui est personnel.
En réalité, ce phénomène d'émigration n'est pas nouveau. Depuis la révolution de 1917, il y a eu plusieurs grandes vagues de départ vers la France, l'Allemagne, les États-Unis et d'autres pays. À chaque époque, les Russes ont dû reconstruire leur vie ailleurs, apprendre une nouvelle langue, s'intégrer dans une nouvelle société. Mais en même temps, ils ont cherché à préserver leur identité. Un exemple historique très parlant est celui de la Petite Russie, entre guillemets, à Paris, dans les années 20-30 du siècle dernier. On y trouvait des écoles russes, des maisons d'édition, des églises orthodoxes, des cercles littéraires. C'est une vraie vie culturelle en exil. Nice est encore aujourd'hui parfois appelée la ville russe à cause de cette forte présence historique. L'écrivain Ivan Bounine a reçu le prix Nobel en exil tout en continuant à écrire en russe. Vladimir Nabokov, l'auteur du célèbre roman Lolita, est professeur aux États-Unis, écrivait en russe et plus tard en anglais. La comédienne Mila Kunis est née en Ukraine dans une famille russophone et elle a émigré enfant aux États-Unis. Elle est devenue une actrice américaine célèbre, mais elle parle toujours russe. Aussi, si vous suivez les Jeux olympiques à Milan, surtout le patinage artistique, on peut remarquer que beaucoup de médaillés portent des noms russes. Ils représentent les États-Unis, le Canada, la France, la Pologne, la Géorgie, l'Azerbaïdjan. Par exemple, il y a Malinin, le favori de ces JO, qui représente les États-Unis, mais parle toujours russe. Et lui, il a grandi dans la tradition de l'école russe de patinage grâce à ses parents. Tout cela montre que l'intégration ne signifie pas forcément la perte d'identité. Avec vous, nous avons voyagé sur 3 pays en 3 continents différents. Donc, de la joie collective à Rio, au Gomeya Tuker, jusqu'aux diasporas russes, la robustesse culturelle, c'est cette capacité à être résilient face au changement. Et vous, dans votre propre culture, qu'est-ce qui vous rend solide quand tout devient instable?